Nous allons prendre la suite du chapitre sur les liens sociaux, comment se construisent et évoluent les liens sociaux. Dans le grand 2 sur les évolutions des liens sociaux, nous verrons l'individualisation et l'évolution des formes de solidarité, à travers notamment l'étude de la solidarité mécanique et de la solidarité organique, et donc le passage de la communauté à la société. Avant de commencer le cours, je vous invite à visionner cette vidéo et à répondre aux 2 questions. La première étant, quel est le questionnement posé par Durkheim? Et dans un second temps, comment peut-on définir la solidarité organique et la solidarité mécanique? Une recherche, c'est une énigme. On pose une énigme. On est un peu comme dans le cas d'une énigme policière. On essaye de la résoudre. Mais encore faut-il, une énigme policière, elle est posée d'emblée. Donc on n'a pas besoin de la construire. Les sociologues doivent construire l'énigme pour pouvoir la résoudre. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, quelle énigme vous allez résoudre? Quelle est l'énigme que posait Émile Durkheim? Émile Durkheim, c'est le fondateur de la sociologie. Quelle était son énigme sociologique? Si vous lisez de la division du travail social, que vous devez avoir sur ces rayons quelque part, et donc Durkheim se pose la question, comment se fait-il que les individus se détachent en quelque sorte de leur socle de solidarité privée, de proximité du moins, et comment finalement ils arrivent à être encore intégrés dans la société, mais de façon différente. Et c'est-à-dire comment ils passent d'une dépendance à une autre dépendance. Donc l'autonomie vis-à-vis de certaines formes du lien social va se traduire par une dépendance à l'égard d'autres formes du lien social. Donc vous voyez qu'on passe là d'un processus de détachement à un processus d'attachement. Et c'est ça la question que va se poser Durkheim. Donc il a mis toute sa carrière finalement à résoudre cette énigme. C'est-à-dire, donc il y a une réponse qui se trouve dans la division du travail, parce qu'il va montrer effectivement qu'on passe de la solidarité mécanique à la solidarité organique par la division du travail, c'est-à-dire que dans les sociétés modernes, nous sommes complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire interdépendants par le fait qu'on exerce des fonctions différentes dans le monde du travail qui sont censées être complémentaires les unes des autres, et c'est de cette différenciation des individus dans le travail et de cette complémentarité ou interdépendance que naît la solidarité organique, et donc la dépendance des individus à l'égard de cette forme globale de protection et de reconnaissance par le monde du travail. Alors, ce livre part justement de 2 notions, l'intégration et l'inégalité, l'intégration inégale. Ce n'est pas par hasard que j'ai commencé par vous parler de Durkheim, parce que le grand penseur de l'intégration, c'est Durkheim. Ce n'est pas Manuel Valls qui parle de l'intégration et des politiques d'immigration. Le grand penseur de l'intégration, c'est Émile Durkheim. Pour Durkheim, l'intégration, ce n'est pas du tout la question de l'immigration. Il aurait pu se poser la question, parce que la question de l'immigration était posée dès le XIXe siècle, bien entendu, dès la fin du XIXe siècle, et même bien avant. Mais ce que Durkheim pose à travers la notion d'intégration, c'est autre chose, ça va au-delà. Et donc, il a 2 sens. Il y a 2 sens au mot intégration qu'il faut bien comprendre. Il y a le premier sens qui est l'intégration des individus à la société. Et ça concerne tout le monde. L'intégration, comment on est intégré à la société? Comment se fait ce processus qui fait qu'on est attaché à la société? Alors on est attaché à la société à travers le fait d'être attaché à des groupes différents. Et ces groupes différents auxquels on est attaché nous conduisent à être attachés aussi progressivement à la société. Donc c'est le processus qui conduit les individus à être attachés à des groupes et progressivement à la société tout ensemble. Ça, c'est le premier sens de l'intégration, et qui renvoie bien sûr au processus de socialisation. On apprend à s'attacher
à différents groupes. Et s'attacher, ça veut dire apprendre les normes en vigueur dans le groupe pour s'y conformer. On va être attaché à condition de se conformer aux normes du groupe. Et on le fait sans se poser la question, ah oui, il faut que je respecte telle ou telle norme. En fait, on le fait naturellement, ou en fait ce n'est pas tout à fait naturel, mais on le fait, on croit le faire naturellement, mais c'est le processus de l'intériorisation du système normatif qui sert de régulation à chacun des groupes auxquels on participe. Mais Durkheim ne s'arrête pas là. Pour lui, l'intégration, c'est aussi l'intégration de la société. Ce n'est pas simplement l'intégration des individus à la société, c'est aussi l'intégration de la société, c'est-à-dire l'intégration du système. Question 1. Quelle est la question posée par Durkheim? Durkheim se demande comment se fait-il que les individus se détachent de leur socle de solidarité privée, du type famille et communauté. Son deuxième questionnement est donc comment arrive-t-il pourtant à être encore intégré dans la société? Si on devait résumer ces deux questions en une seule, on pourrait la faire de cette façon. Comment se fait-il qu'en devenant plus autonomes, les individus dépendent de plus en plus étroitement de la société? Il répond à cette question en disant que les individus sont complémentaires et interdépendants parce qu'ils sont différents. Les individus occupent des métiers et des positions différentes dans nos sociétés modernes. Ils deviennent donc dépendants les uns des autres, alors même que l'individualisation avait permis aux individus de se libérer de la pression familiale et communautaire. On peut définir l'individualisation comme étant un processus d'autonomisation de l'individu par rapport aux structures familiales et communautaires, ce qui est une forme de réappropriation de sa vie et une affirmation du niveau individuel par rapport au groupe. Question 2. Qu'est-ce que la solidarité organique et la solidarité mécanique? Pour Durkheim, les sociétés traditionnelles se caractérisent par la solidarité mécanique. Les individus sont liés par des liens de similitude, ils ont les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes modes de pensée et de comportement. Dans les sociétés modernes, au contraire, les individus sont différenciés par la spécialisation des fonctions sociales et leur rapport s'appuie donc sur la complémentarité et la coopération. Ils sont donc reliés par une solidarité organique, car chacun a besoin des autres, comme les organes dans un corps. Qui était Émile Durkheim? Émile Durkheim est né en 1858 et décédé en 1917. C'est, d'une certaine manière, le père fondateur de la sociologie française. Il est né à Épinal d'une famille de rabbins. Rompant avec la tradition familiale, il opte pour le professorat. Il est passé par l'école normale supérieure, il a été agrégé de philosophie, docteur ès en lettres. Toute une partie de son œuvre consiste à fournir à la sociologie une assise scientifique, en lui donnant objets et méthodes. Les objets de la sociologie sont pour lui les faits sociaux, dont il recommande de les traiter comme des choses, c'est-à-dire d'adopter vis-à-vis d'eux la même attitude mentale que vis-à-vis des phénomènes naturels. Le suicide s'explique ainsi beaucoup plus clairement par des causes dont l'origine est collective, comme le révèlent les indicateurs statistiques. Ainsi, le célibataire se suicide plus que le veuf, et le divorcé en vertu du fait que l'absence de famille ne lui fournit pas dans l'existence les fins qui le rattachent à la vie, et donc continue de bénéficier le veuf et le divorcé. Ainsi, le divorcé bénéficie pourtant davantage de choses qui le rattachent à la vie, comme par exemple élever des enfants, alors que le célibataire, lui, ne possède pas ces aspects-là. De plus, Durkheim observe qu'on se suicide plus en période de prospérité qu'en période de crise économique, parce que dans ces moments-là, la discipline sociale est moins forte. À partir de ses études sur le suicide, Durkheim monte un véritable projet d'assise de la sociologie comme discipline scientifique à part entière. Document. Lecture. Il y a une cohésion sociale dont la cause est dans une certaine conformité de toutes les consciences particulières à un type commun. Dans ces conditions, en effet, non seulement tous les membres du groupe sont individuellement attirés les uns vers les autres parce qu'ils se ressemblent, mais ils sont attachés aussi à la société qu'ils forment par leur réunion. De là résulte une solidarité qui, née des ressemblances, rattache directement l'individu à la société. Nous proposons de l'appeler mécanique. Il en est tout autrement de la solidarité que produit la division du travail. Tandis que la précédente implique que les individus se ressemblent, celle-ci suppose qu'ils diffèrent les uns des autres.
La première n'est possible que dans la mesure où la personnalité individuelle est absorbée dans la personnalité collective. La seconde n'est possible que si chacun a une sphère d'action qui lui est propre, par conséquent une personnalité. Il faut donc que la conscience collective laisse découverte une partie de la conscience individuelle pour que s'y établissent ces fonctions spéciales qu'elle ne peut pas réglementer. Et plus cette région est étendue, plus est forte la cohésion qui résulte de cette solidarité. En effet, d'une part, chacun dépend d'autant plus étroitement de la société que le travail est divisé, et d'autre part, l'activité de chacun est d'autant plus personnelle qu'elle est spécialisée. Cette solidarité ressemble à celle que l'on observe chez les animaux supérieurs. Chaque organe, en effet, y a sa physionomie spéciale, son autonomie, et pourtant l'unité de l'organisme est d'autant plus grande que cette individuation des parties est plus marquée. En raison de cette analogie, nous proposons d'appeler organique la solidarité qui est due à la division du travail. Voici un extrait d'un texte d'Émile Durkheim, tiré de son ouvrage « De la division du travail social » paru en 1893. Il vous est demandé ici de compléter le tableau sur la solidarité mécanique et la solidarité organique. Ainsi, quand on parle de solidarité mécanique, on s'attache à des types de sociétés de type traditionnel. La conscience est une conscience collective. Les personnalités sont faiblement différenciées, les individus se ressemblent, et la division du travail est faible. Ainsi, le lien social trouve sa source dans la ressemblance entre les individus. Pour ce qui est de la solidarité organique, elle est liée aux sociétés modernes. La conscience est individuelle, les personnalités sont fortement différenciées, la division du travail est forte, et le lien social trouve sa source dans la complémentarité des individus. Nous pouvons relever un passage dans le texte qui explique l'évolution des formes de solidarité. Par exemple, tandis que la précédente, la solidarité mécanique, implique que les individus se ressemblent, celle-ci, la solidarité organique, suppose qu'ils diffèrent les uns des autres. Vous trouvez un tableau récapitulatif ici des caractéristiques particulières de la solidarité mécanique et de la solidarité organique. Vous devez absolument vous souvenir que l'une est liée à la société traditionnelle et l'autre à la société moderne. On peut aussi regarder plus précisément le type de droit qui existe dans ces types de sociétés-là. Ainsi, dans la société traditionnelle, le droit est de type répressif. Ainsi, l'objectif est de faire respecter les croyances, les traditions et les pratiques collectives, et tout écart par rapport aux règles sociales est sanctionné par le châtiment et l'exclusion. Vous pouvez relier ce passage au chapitre sur la déviance que nous avons vu précédemment. D'autre part, pour ce qui est de la société moderne, le droit est de type restitutif. Il s'agit d'organiser la coopération entre les individus. Ainsi, quand il y a un écart aux lois, quand il y a de la délinquance, l'objectif est donc, à travers le procès, de faire payer l'individu pour ce qu'il a fait, d'éventuellement avoir une peine de prison ou encore de pouvoir reverser des dommages et intérêts. Document suivant. Des sociétés plus individualisées qu'individualistes. Ce mouvement d'individualisation accompagné d'une tendance à la sécularisation, donc la sécularisation c'est le processus historique de déclin de la religion dans la société, existe dans toute l'Europe de l'Ouest depuis les années 1960 avec l'arrivée de générations du baby-boom à l'âge adulte, mais la tendance, qui a toutes les chances de se prolonger, est particulièrement forte en France. Désormais, le pays est presque au même niveau d'individualisation que les pays scandinaves. Mais attention, l'individualisation n'est pas l'individualisme, comme on le dit trop souvent. Celui-ci correspond à toutes les logiques en faveur de son intérêt particulier. L'individualisme est l'opposé de la solidarité. Bien sûr, il y a de l'individualisme dans la société française, même un peu plus que dans la moyenne des pays de l'Union européenne, mais son niveau semble stable et non pas en progression. Et clairement, le fait d'être individualisé ne conduit pas à plus d'individualisme. Le fait de valoriser le « chacun son choix » ne renforce pas le « chacun pour soi ». Par exemple, concernant le travail, l'individualisation correspond à la recherche d'un travail socialement utile, qui ait du sens, où l'on peut se faire entendre et comprendre à quoi on sert. Les Français continuent à beaucoup valoriser le travail, quand les pays d'Europe du Nord pensent davantage à l'épanouissement grâce au loisir.
Première question. Quelle est la différence entre individualisme et individualisation? Tout d'abord, l'individualisation correspond à une culture du choix, chacun affirmant son autonomie, sa capacité d'orienter son action sans être contrôlé et contraint. La perte de prégnance du catholicisme sur les consciences, ce qu'on peut appeler le mouvement de sécularisation de la société, comme dit dans le texte, contribue fortement à cette affirmation de l'autonomie individuelle. L'individualisme, au contraire, c'est le culte du chacun pour soi, c'est une certaine forme d'égoïsme. Question 2. La société française est-elle particulièrement individualiste? On peut dire que les Français n'ont jamais été très altruistes ni solidaires, mais ils ne semblent pas l'être moins qu'avant. C'est ce qui ressort du texte. Ils sont en permanence très peu confiants à l'égard des autres. Ainsi, de 1981 à 2008, seuls 21 à 24% des Français disent faire spontanément confiance à leurs semblables. D'ailleurs, près de 3/4 des Français affirment qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Cette faible confiance, typique des pays de l'Europe du Sud, ne traduit pas une réelle suspicion à l'égard d'autrui, mais simplement une volonté de s'occuper de ses affaires sans intervenir dans celles des autres, chacun devant rester dans son domaine personnel et respecter la liberté de son voisin. Que signifie la phrase « Le fait de valoriser le chacun, son choix, ne favorise pas le chacun pour soi ». Le fait que les individus deviennent plus libres de leurs décisions personnelles et dépendent moins de contraintes familiales et communautaires ne signifie pas que ceux-ci deviennent plus égoïstes. L'individualisation permet de se soustraire à une forme de pensée collective pour penser par soi-même et réaliser ses aspirations. Les individus individualisés peuvent tout à fait être tournés vers les autres et on le voit dans nos sociétés modernes. Participer à des associations, prendre soin des autres et visiter sa famille, être altruiste, etc. font partie des activités des Français. Individualisation n'est donc pas synonyme d'égoïsme. Deuxième point. Des sociétés modernes dans lesquelles coexistent solidarité mécanique et solidarité organique. Je vous invite à regarder cette vidéo et à répondre à la question suivante. En quoi peut-on dire qu'il existe encore de la solidarité mécanique aujourd'hui? Question de la mixité et du vivre ensemble qui est revenu en force après les rassemblements et les minutes de silence du mois de janvier. On a beaucoup entendu parler de la tentation communautaire, mais on l'a rarement observé concrètement. Eh bien, un homme brise la loi du silence. Il est maire de la ville de Sarcelles, en banlieue parisienne. Il s'appelle François Pupponi. Regardez l'enquête de Manuel Tissier et Jean-François Monnier sur place. Des tours et des bars à perte de vue. C'est le grand ensemble de Sarcelles et ses 12 000 logements. 40 000 habitants issus de 40 nationalités. Ici, les centres communautaires juifs côtoient les commerces halal et les églises orthodoxes ou chaldéennes, celles des chrétiens d'Orient. La journée, oui, ça se mélange. Lui, il est chrétien, elle est musulmane et le monsieur, il est juif. Et ils sont à côté, ils vivent ensemble. François Pupponi est le maire de Sarcelles depuis 18 ans. Un élu qui a vu ses quartiers s'organiser autour de l'origine de leurs habitants. Là, c'est globalement blanc et plutôt communauté juive, avec des chaldéens aussi un peu, mais principalement communauté juive. Et après, c'est logements sociaux avec principalement immigration subsaharienne et maghrébine. Tous les logements ont été attribués par des gens de la Caisse des dépôts et des gens de la préfecture. Donc, ça a bien été voulu par des institutions d'État. Et quand Manuel Valls parle de politique d'apartheid, il a raison. Sarcelles en est l'exemple. Et on dit maintenant à ces gens qu'on a ghettoisés, parqués, ah mais vous vous rendez compte, vous mettez en danger la République parce que vous vivez dans votre communauté. Dans quel pays sommes-nous? François Pupponi a 2 ans quand il s'installe avec ses parents fonctionnaires dans le bas du Grand Ensemble. Un quartier en pleine rénovation aujourd'hui. Tout ça c'est neuf. Ça c'est les logements qui vont être livrés dans les jours qui viennent. Mais en 1964, bonjour madame. Ses voisins sont avocats, général ou enseignants. Mais il y avait une vraie mixité et sociale et d'origine. Et puis petit à petit, le général est parti, l'avocat est parti, et ils sont remplacés par des gens en grande difficulté, issus d'immigration. Le ghetto, selon François Pupponi, c'est le bas du quartier des Lochères. 100% de logements sociaux. C'est là qu'habite Wilfried Melitzer, depuis sa naissance, il y a 30 ans.
Comme dans tous les immeubles du secteur, les habitants de sa tour sont issus de l'immigration. Du Congo, Mali, Sénégal, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc. Ça crée des problèmes sociaux. Ça crée des problèmes qui ne sont pas réglés. C'est un peu de l'abandon. C'est de l'abandon. C'est vas-y, on met les gens là et vas-y, débrouillez-vous quoi. Arrivée de Guadeloupe dans les années 60, Lise Melitzer et son mari ont élevé ici leurs 3 enfants et vu partir beaucoup de leurs voisins. Les Blancs qui sont nés en France, vraiment blancs, il n'y a pas beaucoup dans l'immeuble. C'est toujours des étrangers qu'il y a dans l'immeuble. Aucune statistique ethnique ne confirme ce changement de population. Elles sont interdites. Mais il reste quelques résidents pour confirmer que la ville s'est transformée. Non, voilà. On est bien, nous. On est nés ici. Mais c'est vrai, quand on a fait une déclaration de vol, ces messieurs, les agents nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore à Sarcelles ?» Mais il y a déjà ça au moins 15 ans. Hein. Qu'est-ce que vous faites à Sarcelles? Mais si, déplaît pas, c'est l'habitude, on est très bien. Non. Mais il y a mieux, il y a mieux. Ne cherchez pas un charcutier, vous n'en trouverez pas. Enfin, il n'y a plus rien qui nous ressemble. On fait avec. Ici, les communautés vivent côte à côte, et plutôt bien. Dans ce quartier des Lochères, l'église n'est séparée que par une rue et un bâtiment de la mosquée. Sarcelles, à 15 km de Paris. Cité multiconfessionnelle et cosmopolite, qui se presse dans les allées du marché réputé dans toute la région. Ces visages sont-ils ceux d'un ghetto ethnique? Y a-t-il menace pour la République? Pas pour Nabil Koskossi. Ce militant associatif est né dans la sous-préfecture du Val d'Oise il y a 39 ans, de parents marocains et tunisiens. Et il y vit toujours. Là, j'ai des voisins ici qui sont français d'origine indienne, de Pondichéry. Là, j'ai ma voisine ici qui est guyanaise. Là, ici, j'ai des Français d'origine irakienne, c'est des réfugiés d'Irak. Voilà, c'est tout ça, c'est dans la même cage d'escalier. Et on vit tous ensemble et il n'y a aucun souci. Il y a bien un apartheid social, selon lui. Mais l'idée d'un repeuplement des quartiers par des habitants plus riches, suggérée par Manuel Valls, le fait bondir. C'est un aveu d'échec extraordinaire. Alors que moi, je pense qu'on peut faire en sorte que ces jeunes-là, ces habitants-là deviennent eux les classes moyennes de demain. Voilà. En parlant comme ça, en disant ça, c'est hyper grave. C'est hyper grave, c'est-à-dire que eux, c'est foutu, on peut rien faire. Il faut faire venir des gens d'ailleurs. Ben ça, c'est scandaleux. Monsieur Daff est un exemple de cette classe moyenne. Dans une ville où un quart des habitants n'a pas de travail, ce franco-sénégalais de 61 ans a ouvert sa laverie il y a 6 ans. Vous diriez que vous faites partie de cette classe moyenne où vous... Je m'en sors bien. Ouais. J'arrive vraiment à joindre les deux bouts de moi. 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Amadou Daff vit ici depuis 32 ans avec ses 4 enfants et c'est ici qu'il veut grandir. Vous n'avez pas envie de partir, vous faire des lavomatiques à Paris Non, moi j'ai envie d'ouvrir d'autres lavomatiques à Sarcelles. Je connais bien la ville, je me plais bien, j'ai une très bonne relation avec mes voisins, mes clients, les Sarcellois. Que ce soit à la mosquée, si je vais, que ce soit à l'église, si je passe, que ce soit devant la synagogue, voilà, je m'entends. Depuis 30 ans, les paysages des quartiers populaires ont changé. Des milliards d'euros pour des centaines de bâtiments neufs. À Sarcelles, comme ailleurs, un autre chantier est prioritaire pour casser les ghettos, celui du développement économique. À partir de cette vidéo, nous pouvons nous questionner sur l'existence et la persistance de la solidarité mécanique dans nos sociétés modernes. Cette vidéo prend l'exemple de la ville de Sarcelles, ville de banlieue nord de Paris, dans le Val d'Oise, dans laquelle vivent 80 communautés différentes. Ici, les centres communautaires juifs côtoient les épiceries halal. La ville est organisée autour des communautés d'origine des habitants. Évidemment, la manière dont est organisée la ville n'est pas uniquement organisée en fonction des communautés, mais aussi en fonction des niveaux sociaux. C'est-à-dire que lorsqu'un quartier est largement composé de logements sociaux, c'est le milieu social qui est le même pour les individus. Ainsi, il peut y avoir des concentrations de milieux défavorisés et donc une concentration de la pauvreté. Cependant, ce qu'on peut observer,
c'est que, puisque la solidarité mécanique se base sur la ressemblance entre les individus, on observe une certaine conscience collective qui animerait les individus au sein de ces communautés. C'est ce qu'on peut observer ainsi dans la ville de Sarcelles, mais qu'on peut aussi observer dans des groupes actuels, tels que les supporters de foot qu'on appelle les ultras. Document. La solidarité mécanique a-t-elle disparu? La réponse est non. Nos sociétés modernes connaissent la persistance de formes de solidarité mécanique. Il existe encore de nombreuses communautés basées sur la coutume locale, l'appartenance ethnique. Dans les banlieues défavorisées ou les quartiers chics, des formes de conduite peuvent correspondre à la solidarité communautaire. Des liens fondés sur la similitude et la proximité d'origine, de lieux, de croyances, de culture ou de valeurs. Durkheim n'écartait pas totalement l'idée que des formes de solidarité mécanique puissent persister même lorsque le niveau d'avancement du processus de division du travail a imposé de façon générale la solidarité organique. Ainsi, selon Durkheim, d'autres formes de regroupement fondées sur une similitude forte, la famille par exemple, ou relative, telles que les organisations professionnelles, sont nécessaires pour assurer la cohésion sociale. La persistance des liens communautaires traditionnels reposant sur des croyances partagées et des valeurs communes n'est donc pas totalement absente des analyses de Durkheim.